Je vous avais promis une suite de ma vidéo sur les douleurs chroniques. La voici, donc aujourd'hui on va aborder 4 autres nouvelles solutions naturelles pour faire reculer les douleurs chroniques. On va voir les antioxydants, mais aussi les intolérances alimentaires, les aliments ultra transformés et enfin le sommeil. Premier point, la consommation d'antioxydants. On entend souvent ce mot-là, mais finalement, qu'est-ce que c'est un antioxydant? Pour que ce soit plus clair, vous avez ce petit dessin. À gauche, vous avez une cellule saine, donc qui est composée de 4 paires d'électrons. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle un radical libre. C'est une cellule qui a muté, qui a vieilli prématurément. Ça peut d'ailleurs être le cas quand on expose sa peau trop souvent et trop longtemps au soleil. Finalement, ça crée des radicaux libres quand on fume beaucoup aussi, par exemple. Dans ce cas, la cellule va perdre un de ses électrons, ce qui va la rendre complètement imprévisible et dangereuse. Elle va donc abîmer tout ce qui se trouve autour d'elle. On pourrait comparer un peu ça à une balle dans un flipper. L'antioxydant, lui, contient un électron de plus qu'une cellule normale. Ce qui va donc se passer, c'est quand il va croiser le radical libre, ils vont se rentrer dedans et l'antioxydant va lui rendre l'électron qui lui manquait. Le radical libre, qui était auparavant dangereux pour l'organisme, redevient tout à fait sain. Donc au plus votre corps contient de ces molécules antioxydantes, au plus il a le pouvoir de réparer les radicaux libres. On pourrait même dire que ça lui donne la capacité de vieillir moins vite. Où trouve-t-on ces fameux antioxydants? Eh bien dans le monde végétal. Voici les aliments qui contiennent le plus d'antioxydants. Il faut savoir qu'on mesure cet indice antioxydant grâce à l'ORAC. C'est le petit chiffre que vous voyez apparaître en dessous des aliments. Donc les artichauts, les légumes verts en général, les brocolis ont un indice ORAC très intéressant. C'est aussi le cas du cacao, du chocolat et de multiples épices. Ici apparaît le thym, la noix de pécan, la cannelle, mais toutes les épices et les herbes aromatiques ont un pouvoir antioxydant très très fort. Le thé, il est connu pour ça, avec un antioxydant très puissant, l'épigallocatechin galate. Pas très simple à retenir. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que votre assiette, pour vous faire du bien et pour être antioxydant, doit être végétale et colorée. Toutes ces petites molécules se potentialisent entre elles. C'est-à-dire que si vous mangez un légume qui est vert, accompagné d'un autre qui est rouge, d'un autre qui est orange, ils vont être plus forts tous réunis. Ils se potentialisent. Il faut vraiment que votre assiette ressemble à un tableau. C'est comme ça que vous allez accroître la puissance antioxydante de votre organisme. Petite parenthèse sur les compléments antioxydants, parce que sur le marché, il existe beaucoup de compléments alimentaires remplis d'antioxydants. La logique voudrait que si on se remplit d'antioxydants, c'est-à-dire si on en prend des doses extrêmement importantes, finalement l'effet soit lui aussi très important et que donc on vieillisse moins vite, on répare notre organisme plus facilement. En fait, il n'en est rien. Si on prend trop d'antioxydants, à la longue, ça va réduire la propre capacité de notre corps à fabriquer ces molécules. Au plus on en prend, au moins on en fabrique. Donc il y a vraiment une dangerosité. Donc finalement, on en devient complètement dépendant parce que si on arrête, notre corps ne saura plus en fabriquer assez. Donc si vous croisez des compléments antioxydants, assurez-vous bien qu'ils ne dépassent pas la limite journalière recommandée. Ça ne sert à rien de prendre 10, 15, 20 fois la dose. Au contraire, ça ne peut être que délétère. Alliés aux oméga 3, ces molécules antioxydantes sont extrêmement puissantes. Les études montrent que si on consomme les deux en même temps, on va avoir un effet aussi fort que si on prend un anti-inflammatoire non stéroïdien, type ibuprofène. Pour savoir ce que sont les oméga 3, comment en consommer, je vous renvoie à ma précédente vidéo, donc le premier épisode sur les douleurs chroniques, où je détaille ce que sont les oméga 3 et les premières solutions finalement pour faire diminuer ces douleurs. Je vous mets le lien ici. Donc dans votre quotidien, essayez vraiment d'allier ces deux nutriments. L'oméga 3, donc le poisson gras, les huiles riches en oméga 3 et énormément de végétaux colorés. Le deuxième point important, ce sont les intolérances alimentaires. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre une intolérance alimentaire et de l'inflammation, donc de la douleur? Eh bien, le lien entre les deux se fait au niveau de notre intestin.
Vous voyez ici sur la gauche un intestin qui est sain, c'est-à-dire que les jonctions serrées, ce qui lie nos cellules intestinales, sont élastiques et sont fermes. Elles ne laissent donc pas passer ce qui ne doit pas se retrouver dans notre organisme. Sur la droite, vous avez un intestin qui a été inflammé, usé, sensibilisé par des facteurs extérieurs. Ça peut être des facteurs environnementaux, mais le stress a aussi un impact très important sur ces villosités intestinales. Et enfin, et c'est notre sujet, les intolérances alimentaires vont favoriser cet intestin hyperperméable. HPI en français, on appelle ça également le Leaky Gut Syndrome en anglais. Donc si on est intolérant à un aliment, qu'on le mange fréquemment, on va déjà avoir très probablement des troubles digestifs. Mais le souci, c'est que ça va également laisser passer dans notre organisme ce qui ne doit pas s'y trouver, c'est-à-dire des pathogènes, des toxines et les allergènes alimentaires. Donc au fond, ce qui provoque l'intolérance va déjà avoir un effet immédiat sur votre barrière intestinale, en la rendant poreuse et en provoquant potentiellement des troubles. Et ça va aussi avoir un effet à distance puisque toutes ces petites particules et molécules qui ont passé la barrière vont se retrouver dans l'organisme. On va les retrouver à distance, très loin. Elles peuvent s'accumuler dans les articulations, dans la masse musculaire, dans de nombreux organes, provoquant donc de l'inflammation puisqu'elles n'ont rien à faire là et votre corps va toujours essayer de combattre ces molécules croyant qu'elles sont étrangères. Et donc qui dit inflammation, vous l'avez bien compris, dit douleur. Petite parenthèse, on peut retrouver ces molécules jusque dans notre cerveau. Elles peuvent provoquer une inflammation du cerveau. Je vous ferai d'ailleurs un contenu spécifique là-dessus parce que c'est très intéressant. Et dans ce cas-là, elles vont entrer en compétition avec nos propres neurotransmetteurs. Donc la dopamine, la sérotonine, elles vont donc avoir une influence sur notre humeur notamment. Il y a des liens qui ont été faits entre le moral bas, la dépression et cette inflammation du cerveau. Les deux catégories d'aliments qui ont le plus d'impact sur l'inflammation, ce sont les caséines, qui sont les protéines laitières. J'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos le souci du lactose, qui est le sucre laitier. Là, les caséines, ce sont les protéines laitières. Donc, elles sont dans la totalité des laits animaux. Donc, le lait de vache, bien sûr, de brebis, de chèvre, de bufflonne, de jument. Peu importe l'animal, tous contiennent des caséines, ces fameuses protéines laitières. Leur principal problème, c'est qu'elles ont un fort pouvoir antigénique. Ça veut dire qu'elles font surréagir notre système immunitaire. Lorsque, comme on vient de le voir, on a un intestin qui est devenu poreux et que ces petites molécules passent cette barrière intestinale, votre système immunitaire qui est juste derrière va complètement s'alarmer, s'allumer en rouge et donc créer une inflammation très importante. L'idée donc, quand on souffre de douleurs chroniques, c'est de réduire drastiquement sa consommation de produits laitiers. Et vous l'avez bien compris, choisir des produits laitiers qui sont sans lactose n'a ici aucun intérêt puisque ça n'est pas notre combat, on parle bien des protéines. La deuxième catégorie d'aliments dont on sait qu'elle a un impact fort, ce sont les aliments à gluten. Le gluten est lui aussi une protéine, c'est une protéine que l'on va retrouver dans le blé, toutes les formes de blé, même les variétés anciennes qui sont plébiscitées comme le kamut, l'épeautre, le petit épeautre. On va retrouver également dans l'orge, le triticale, on ne s'en sert plus beaucoup, le seigle et l'avoine dans une certaine mesure. En réalité, la molécule qui se trouve dans l'avoine n'est pas du gluten. C'est un précurseur, c'est de l'avénine. À moins d'avoir une maladie cœliaque, on peut donc se permettre de manger de l'avoine. Par contre, l'avoine n'est pas digérée par tous les intestins, donc prêtez attention peut-être à votre digestion. Pour remplacer ces produits du quotidien, il faut tout simplement se tourner vers ce qui ne contient pas naturellement de gluten, c'est-à-dire éviter peut-être les produits industriels qui sont bourrés d'additifs et préférer le riz, le maïs, le millet, le sarrasin, le quinoa et tout ce qui est fabriqué avec. Parce que finalement, on peut aussi se faire du pain avec toutes ces farines, on va pouvoir trouver des cracottes et de nombreuses préparations qui peuvent être réalisées sans farine
inflammatoire. L'idée du gluten, ça reste quand même compliqué au quotidien de ne pas du tout manger de gluten. On dit que raisonnablement, si on arrive 80% du temps à s'en passer et que 20% du temps, on vit normalement, c'est tout à fait correct. Donc, 5 jours sur 7, quand on est chez soi, quand on est dans notre semaine, on évite de manger du gluten. Et puis le week-end, on relâche un peu la pression. Et c'est vrai que quand on est invité, quand on sort ou quand on va au restaurant, c'est beaucoup plus compliqué de manger sans gluten. Donc à ce moment-là, on se fait plaisir. Le troisième chapitre concerne les aliments ultra transformés. Déjà, qu'est-ce que c'est ? On considère que c'est un aliment qui contient plus de 5 ingrédients, dont des additifs, donc des quelque chose. Ici sur la droite, vous en avez quelques exemples, donc ce sont les produits industriels. Les crackers de l'apéro, les burgers évidemment, toutes les pizzas qui sont déjà prêtes ou surgelées, les donuts, les pâtisseries industrielles, plus généralement le surimi. On peut s'assurer que l'aliment est ultra transformé en regardant la liste des ingrédients. Si finalement c'est quelque chose que vous ne pourriez pas faire à la maison parce qu'il y a des ingrédients qu'il n'y a pas dans vos placards, on peut considérer que c'est un aliment ultra transformé. Sur la gauche, vous avez les aliments dits bruts, qui sont eux tout à fait à mettre au programme. Le problème des aliments ultra transformés, ou plutôt les problèmes, il y en a plusieurs. Le premier, c'est la qualité du gras. Souvent, les industriels utilisent des gras qui sont peu chers, donc ça va être de l'huile de palme, de l'huile de tournesol en grande quantité, et ils font chauffer ces matières grasses à très haute température. Le gras, l'acide gras va donc muter et devenir quelque chose de complètement indigeste, que votre organisme ne reconnaît pas et ne sait pas traiter. Il va donc l'accumuler et créer de l'inflammation. La deuxième chose qu'on trouve dans l'ultra transformé, ce sont les additifs. Donc on a cité tous les quelque chose, les anti-agglomérants, les texturants, les colorants, même s'ils sont permis par la législation européenne. On sait que l'excès de ces produits, qu'on appelle des produits cosmétiques, va engendrer l'hyperperméabilité intestinale dont on parlait tout à l'heure. Donc au plus on mange de ces additifs, au plus notre intestin devient poreux et au plus ces petites particules passent à travers, créant inflammation et douleur. On peut également y trouver des nanoparticules. Ce sont de minuscules particules, 50 000 fois plus petites qu'un cheveu. Elles sont plus petites que nos propres cellules. Elles passent donc toutes nos barrières internes. La barrière hémato-encéphalique, donc elles ont le pouvoir de rentrer dans notre cerveau. La barrière placentaire, même lorsqu'on est enceinte. Pour toutes ces raisons, il faut quand même limiter notre consommation d'aliments ultra transformés. Occasionnellement, bien sûr, c'est pas très grave. Mais si dans votre quotidien, il y a ces aliments trop cuits, trop croustillants, les biscottes par exemple, ça c'est quelque chose qu'on mange facilement le matin, c'est un aliment ultra transformé. Dans ce cas-là, essayez de switcher par autre chose qui soit plus simple, quelque chose que vous auriez pu faire vous-même. Enfin, quatrième et dernier point, le sommeil. Le sommeil est quelque chose de clé dans la gestion de la douleur. Lorsque nous dormons, il se passe énormément de choses dans notre organisme, dont beaucoup de processus de réparation cellulaire. Notre corps émet beaucoup de molécules anti-inflammatoires lors de notre sommeil. Un bon sommeil, qu'est-ce que c'est finalement ? Ça dépend des gens. Déjà, c'est une durée de sommeil qui est suffisante. On est tous très différents. Sur ce point-là, il y a des gens qui, avec 4 heures de sommeil, vont avoir assez de sommeil. Et il y a des gens qui, s'ils dorment moins de 8 heures, vont se sentir très fatigués. Il faut déjà connaître notre propre rythme, mais généralement, on le connaît. Et s'astreindre à avoir assez d'heures de sommeil. Essayez de ne pas se coucher trop tard, même si des fois on est tenté de regarder encore un petit bout de série ou encore cette émission, parce que finalement, on n'aura pas le choix de se lever plus tard. On va donc accumuler une dette de sommeil. Si on se couche trop tard tous les jours, mais qu'on se lève quand même tôt, on accumule une dette de sommeil et ça va assez vite, même si c'est 1 heure par jour. Vous voyez qu'au bout d'une semaine, ça fait 7 heures de sommeil en moins. Au bout d'un mois, ça fait 21 heures de sommeil. On arrive sur une année à une dette de sommeil qui est colossale. Un bon sommeil, au-delà des heures que l'on dort, c'est aussi la qualité du sommeil. Si on se réveille toutes les demi-heures ou toutes les heures, pour n'importe quelle raison, il faut aller investiguer un peu plus loin et chercher à savoir pourquoi. Ça peut être pour de multiples causes, de l'anxiété déjà, mais aussi un trouble de la synthèse des neurotransmetteurs indispensables au sommeil, la mélatonine par exemple, ou l'environnement direct du sommeil, la qualité de la literie, trop de lumière dans la chambre. Voici d'ailleurs les éléments qui vont faire que vous allez
mieux dormir. Éteindre les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher, c'est un peu moins vrai pour la télé, mais si on peut également s'en passer, c'est mieux. Finalement, la télé n'émet pas de lumière bleue, cette fameuse lumière qui appartient au matin. Privilégier les passe-temps calmes, effectivement, pas des choses qui soient trop stimulantes pour l'esprit. Associer son lit et sa chambre au sommeil. Si vous n'arrivez pas à dormir pendant longtemps, eh bien sortez, levez-vous, faites autre chose. L'activité physique pratiquée pendant la journée va aussi avoir une influence très positive sur la qualité de notre sommeil. Idéalement, faut par contre pas la faire trop proche du moment où on veut dormir. Évitez les excitants, surtout après 14 heures. 14 heures, c'est l'heure où on commence à sécréter la sérotonine. Donc c'est une hormone du calme, du zen. Si durant cette plage-là, on consomme des excitants, eh bien elle va moins bien se synthétiser et donc notre qualité de sommeil et surtout d'endormissement va errer. De boire trop d'alcool au dîner et de manger trop gras. Le gras va synthétiser l'orexine qui donc stimule l'éveil. Il faut quand même manger assez. On dit souvent qu'il faut manger léger le soir. C'est vrai, mais pas trop léger parce que si on a faim en allant se coucher ou dans la nuit, ça va être impossible de se rendormir. La chambre aussi est essentielle à la qualité du sommeil, donc il faut qu'elle soit fraîche, mais également sombre et sans bruit. Voilà pour ces 4 nouvelles solutions. Donc on récapitule, manger beaucoup d'antioxydants en essayant de se passer des compléments alimentaires. Donc des assiettes très colorées qui contiennent des épices, des herbes aromatiques et de nombreux végétaux différents. Deuxième chose, faire attention aux intolérances alimentaires. Donc les 2 principales, les caséines, donc réduire drastiquement votre consommation de produits laitiers, remplacer pourquoi pas par des produits végétaux. Et réduire également votre consommation de gluten, pareil, en remplaçant vos produits du quotidien, pour arriver à quelque chose qui ressemble à 80% sans et 20% avec. 3. Vous passez la plupart du temps des produits ultra transformés, des produits industriels. Dans notre quotidien, on peut le faire. Il suffit de prendre de nouvelles habitudes. Prendre de nouvelles habitudes, ça prend un petit peu de temps mental au départ parce qu'il faut s'organiser différemment. Pourquoi pas élaborer des listes pour toute une semaine? Ça permet de moins se perdre. Et au moins, quand on va faire les courses, on sait déjà précisément ce dont on va avoir besoin. On s'égare moins dans les rayons. Il y a moins de tentations. Privilégiez vraiment les produits qui ont des listes d'ingrédients les plus simples possibles. Enfin, le sommeil, c'est pas le plus simple, j'en ai bien conscience, mais optimiser la qualité de son sommeil, c'est vraiment extrêmement important pour réduire la douleur. On a vu ensemble comment faire, c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut investiguer, il faut aller plus loin, il faut pas laisser notre sommeil se dégrader et être mauvais pendant des années. Il y a aussi des compléments qui peuvent être intéressants. Vous avez les plantes sédatives comme l'escolzia, la valériane, la fleur d'oranger, mais aussi des petits sprays ou des gummies maintenant qui contiennent de la mélatonine qui va pouvoir vous aider à vous endormir. Pour ne pas vous tromper, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un professionnel. Je vais très bientôt vous poster une vidéo assez complète d'ailleurs sur le sommeil. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les solutions qu'on peut apporter pour les douleurs chroniques. Je vous ferai donc très prochainement un 3e épisode. Pour ne pas le rater, pensez à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like d'encouragement. Je vous dis à la semaine prochaine.